donc, passons à l'attaque de Boston contre la défense de Dallas. Je pense que la première chose à faire, c'est établir quelle est l'identité de Dallas, et à partir de là, ce sera un peu mieux, et surtout qu'on a assez peu parlé de l'Est et de Boston dans ces playoffs sur le Basket Lab, mais c'est vrai que l'identité de Boston en attaque, c'est la recherche du mismatch. Et c'est vrai qu'ils n'en ont pas du tout l'image auprès du grand public, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire spacing optimal, qui est leur grande force, et dans ce spacing optimal, la recherche du mismatch via diverses actions pour aller chercher le mismatch, le match-up le mieux possible à attaquer, et ensuite on l'attaque. Donc voilà, c'est vrai que d'un point de vue, encore une fois, médiatique, ils n'ont pas cette image-là, parce qu'il n'y a pas comme on a déjà dit avec Azad, il y a 2 ou 3 jours, on a un peu parlé de cet aspect-là, mais il n'y a pas de James Harden, il n'y a pas de Luka Doncic, justement, il n'y a pas de LeBron James, il n'y a pas de ce joueur héliocentrique en général qui incarne une attaque, qui attaque le mismatch via un individu. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout, donc il n'y a pas ce côté gros hub d'une attaque qui fait ça. Par contre, tout le monde le fait un peu. Tout le monde le fait un peu, Tatum le fait, Brown le fait, Derrick White le fait, Porzingis le fait, poste haut, poste bas, à 3 points, etc. Derrick White aussi le fait. Voilà, tout le monde le fait. Donc, c'est là où ça diffère un peu d'habitude. C'est pas un James Harden qui va chercher le mismatch et l'attaquer encore et encore, position après position, pendant que Iman Shumpert et BJ Tucker sont dans le corner. Non, là, c'est tout le monde le fait. Mais voilà, c'est un peu... C'est comme ça que fonctionne Boston en attaque. C'est la recherche du mismatch. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné sur les séries précédentes également. Et c'est vrai que, comme dit, le gros atout pour moi de Dallas dans ce style de jeu qui est assez simpliste, mais pourquoi est-ce que ça marche autant, c'est le spacing en fait. C'est vraiment le spacing qui permet que on a beaucoup de place pour opérer et pour attaquer tel ou tel match-up. Donc, si on fait un pick and roll classique, on peut attaquer le gros dans beaucoup d'espace en le faisant danser dans le périmètre contre un switch. Quand c'est face à un petit, on peut aller l'isoler au poste bas. Il y a beaucoup d'espace pour opérer. Et quand il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a une aide qui se déclenche. Mais une aide avec autant d'espace, la lecture est plus facile pour le passeur. Et effectivement, ça aide parce que on n'a pas affaire à des passeurs d'élite. On n'a pas de James Harden. Pour le coup, on n'a pas de LeBron, on n'a pas de Doncic, on n'a pas de Jokic. Donc, c'est ce spacing qui fait que les lectures sont plus simples parce qu'il y a plus d'espace, donc il y a plus de temps, il y a plus de temps pour pouvoir venir, il y a plus de lectures assez claires, on va dire. Et c'est ce qui permet donc cette recherche du match-up pour ensuite l'attaquer et le punir avec un shoot ou alors une passe si on arrive à punir une aide qui vient. Ok. L'autre aspect qui est assez intéressant, je trouve, c'est que on ne punit pas toujours de la même manière. C'est-à-dire que la caricature un peu de James Harden à l'époque des Rockets, c'était donc notamment à partir de 2018, c'était on est passé d'un joueur de pick and roll à un joueur qui va punir les mismatchs sur isolation, mais c'était beaucoup de isoler loin du panier. Or, là, ce dont il faut se rendre compte avec Boston, c'est qu'il y a cette capacité à les punir un peu partout. Donc, dans le périmètre, ok, les switches dans le périmètre, mais aussi donc au poste bas. Et notamment, ce qu'ils font beaucoup, c'est des pick and roll entre petits pour aller cibler non pas des gros qu'ils font danser dans le périmètre, mais donc des petits au poste bas. Et ça, ils l'ont fait encore et encore. Il y a cette fameuse action où on libère tout un quart de terrain, une empty action, où on fait un pick and roll entre petits pour obtenir le switch et ensuite aller attaquer Garland, aller attaquer Mitchell au poste bas, ou ce genre d'action et ce genre de joueurs qu'on va cibler. Donc, vient naturellement la question de comment va défendre Dallas. Et en effet, il y a 2 joueurs à Dallas, les 2 qui posent problème en attaque. Il se trouve que c'est les 2 les plus ciblables, ça se dit, j'espère, les 2 qu'on peut cibler le plus possible en défense. Donc, j'ai nommé Luka Doncic et Kyrie Irving. Et c'est vrai que la question de la couverture défensive dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut faire avec ces joueurs-là défensivement. C'est un peu tout le problème, et je sais que beaucoup de monde est déjà en train de dire ça va être facile, il suffit de cibler Doncic et Irving, et puis voilà, c'est fait quoi. C'est des mauvais défenseurs, tu les isoles et puis tu les punis comme ça. Or, il se trouve que c'était déjà les mêmes joueurs, et c'est des joueurs qui n'ont pas réussi à être ciblés et punis par les Wolves. Alors après, Minnesota, effectivement, n'a pas le même personnel, n'a peut-être pas un personnel génial, n'a pas un spacing génial, on va y revenir. Mais voilà, Minnesota aussi voulait punir ces joueurs-là. Ils y sont juste pas arrivés, parce que c'est pas aussi facile que ça. En face, ça se défend, littéralement. En face, ça se défend pour bien défendre. Donc, on a ça, mais si l'exemple des Wolves ne vous convient pas, prenons OKC. OKC, on a un des meilleurs joueurs de NBA que vous connaissez avec Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, capable de punir les switches, évidemment, sauf contre Dallas. En tout cas, pas autant qu'on aurait pu espérer ou vouloir. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des schémas, on a déjà détaillé. C'est le problème, c'est que quand on arrive en fin de playoff, après 4 tours, au bout d'un moment, il y a des équipes, on répète toujours la même chose. Bon, Dallas, vous savez qu'un des schémas préférentiels, c'est on switch, comme ça,
pas de décalage, et derrière, en fait, on concède le switch, mais avec une aide derrière. Voilà. Et donc c'est comme ça que, notamment, pourquoi est-ce que les Wolves ne sont pas arrivés à punir Doncic ou Irving aussi facilement que ça? C'est parce que sur les écrans, ça switchait, donc pas de décalage au niveau de l'écran, et ensuite, Edwards qui voulait attaquer Doncic ou Irving, mais en fait, c'était pas possible, en tout cas, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas un vrai 1 contre 1. C'est un 1 contre 2. Avec le premier joueur qui, donc, face au ballon, Doncic, qui par exemple presse très haut pour forcer le drive, et en fait le forcer vers un côté du terrain où il va y avoir une aide qui attend. Alors soit on essaye de ice, c'est-à-dire on contient ligne de touche, et on empêche d'aller au milieu. Donc ça, Dallas le fait énormément, de ice les pick and roll, et pas que les pick and roll, donc, mais aussi les isolations, d'orienter ligne de touche, parce qu'il y a moins d'espace, évidemment, si on est enfermé dans un côté, mais même donc pas que ligne de touche, aussi potentiellement au milieu du terrain. On peut orienter vers le milieu du terrain où on a une pré-rotation, un gars fort dans un lively qui attend sous la raquette, et donc voilà, Edwards il veut attaquer Doncic, mais en fait il peut pas. Il peut pas facilement parce que c'est pas un vrai 1 contre 1, il doit d'abord passer Doncic, ça il peut, ok, mais derrière il faut aller affronter un Gafford, il faut aller affronter un Lively, un Washington, plus, d'ailleurs j'ai même pas encore dit, mais Dallas est aussi excellentissime pour tout ce qui est stunt, justement, donc mettre des aides qui viennent jaillir sur le drive en tête de raquette, en début de drive, donc c'est pas juste, il y a un mec sous le panier en fin de drive, aussi en début de drive, il y a des défenseurs qui viennent gêner, les fameux stunts, et donc c'est ce qui fait qu'on arrive à protéger totalement un Luka Doncic ou un Irving. Avec, comme dit en plus, cette nuance que côté Dallas, on n'est pas obligé forcément, comme tout le monde, de simplement orienter vers le côté du terrain et enfermer sur un côté du terrain, et surtout pas milieu de terrain. Non, il y a aussi cette nuance qu'on aime bien très simplement prioriser non pas le côté du terrain où on enferme, mais plutôt quelle main. Vers quelle main on va orienter l'attaquant. Et donc si notamment l'attaquant est sur l'aile droite mais que sa main faible c'est la gauche, ben on va pas l'enfermer sur sa main droite, donc sur le côté du terrain, on va plutôt l'autoriser à aller plein milieu du terrain mais sur sa main faible. Voilà, je donne un exemple comme ça. Mais c'est un peu l'idée. Et c'est comme ça que Dallas est arrivé un peu à protéger tout le monde. Nuance à noter, je pense que si Dallas fait ça, et si Dallas pratique ces schémas qu'ils ont pratiqués depuis le début des playoffs, on pourrait avoir un affrontement extrêmement différent des deux qu'on a vus en saison régulière où Doncic et Irving ne switchaient pas les écrans. C'est ça aussi qu'on a vu en saison régulière, c'est que on a beaucoup d'actions qui ont bien marché sur ces matchs-là. Alors en plus, belle réussite à 3 points, mais c'est ça qui a bien marché sur ces matchs-là, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de décalages qui ont été créés parce que Doncic, ça switchait pas. Ok. Et donc Josh Green doit faire beaucoup plus de travail, ou voilà, même Doncic ou Irving étaient perdus sur un écran ou étaient pris dans l'écran. Voilà, bref. Là, en l'occurrence, depuis le début des playoffs, quel est le plan de jeu? C'est du switch. Switch partout, automatique, avec donc, comme dit, un switch où on fait semblant de concéder un contre 1, mais c'est pas un contre 1 parce qu'il y a de l'aide derrière, en tête de raquette, en fin de raquette, partout. Voilà, il y a des aides partout. Et je dis ça parce que, comme dit, je suis pas sûr que l'échantillon de saison et les matchs qu'on a pu voir en saison régulière soient représentatifs, du coup. Et pour moi, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on est sur un switch all, donc switch all tout de 1 à 5, comme on a eu contre OKC, ou est-ce que on est sur un switch de 1 à 4 seulement, comme on a eu contre Minnesota? Et notamment, pourquoi est-ce que ça switchait pas le poste 5 contre les Wolves? Pour plusieurs raisons. Il y a un aspect aussi de, si on fait un drop, une couverture un peu plus traditionnelle, on invite Edwards à prendre des pull-ups, notamment, sur lequel c'est moins efficace qu'un SGA. Par exemple, je pense que si SGA, on fait un drop et on lui donne des mi-distances tout le match, il peut te punir. Edwards, c'était peut-être un peu moins le cas, déjà. Et puis surtout, en fait, quelle était la nuance? C'est que, OKC, nous avons Chet Holmgren. Et donc, pourquoi est-ce qu'on switchait? C'est pas tant par rapport au porteur de balle, c'est aussi et surtout par rapport au poseur d'écran. Donc, ça switchait automatiquement contre OKC. Pourquoi? Pour ne pas donner un décalage et donc notamment pas de pick and pop. Voilà. Or, en l'occurrence, contre Minnesota, Rudy Gobert, il n'a pas le pick and pop. Donc, on a pu ne pas switcher et je pense que Jason Kidd préfère ce type de couverture plutôt que le switch. Il n'y a pas besoin de switcher sur les écrans, même si moi, c'est ce que je réclamais. Je disais, il faut switcher et comme ça, ni Conley ni Gobert n'est capable de te punir en poste bas. Bon, je pense que Kidd aime bien avoir un drop un peu classique face à Edwards ou même face à Conley. Bref, mettons ça de côté. Mais surtout, donc, si on s'intéresse un peu à celle-ci de série, je pense qu'il est possible qu'on parte sur un switch all comme contre OKC parce qu'il y a le pick and pop. Et d'ailleurs, contre Minnesota, on switchait pas sur Gobert, mais on switchait sur Karl Anthony Towns, qui est pourtant un vrai intérieur, qui n'est pas du tout un extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que Towns, pick and pop. Voilà, donc sur l'écran, on se pose pas de questions, on ne laisse aucun décalage, donc notamment pas de pick and pop ouvert à 3 points. Donc,
je me demande à quel point est-ce qu'on va pas être sur un switch all, pardon, contre Boston avec du pick and pop, la menace du pick and pop de Porzingis, et puis potentiellement aussi de Horford. Horford, c'est pas un shooter naturel autant que Porzingis, mais on a vu sur ses playoffs qu'il prenait beaucoup de tirs à 3 points assez de manière spontanée, il les mettait en plus. Donc voilà, peut-être que pour Horford, peut-être pas, mais vu la menace de pick and pop de Porzingis, il est possible qu'on soit sur un switch all de 1 à 5 et pas seulement de 1 à 4. Après, de l'autre côté, est-ce que c'est pas aussi un peu trop dangereux vis-à-vis de Boston? Parce que Boston, c'est ça qu'ils vont chercher à faire et à obtenir, ce sont des switches. Or, Dallas aussi, a priori, tu es content de laisser ça, mais le problème, c'est que contre OKC, notamment, et pareil pour Minnesota, ça se permettait de faire des aides un peu agressives et en pré-rotation et des stunts et des aides à la raquette, etc. Pourquoi? Parce que le spacing n'était pas top. Donc, Dallas ne respectait pas du tout, pas totalement en tout cas, ne respectait pas les non-shooters de OKC puis de Minnesota. Et même encore pire avec les Clippers où on avait quasiment des non-shooters avec Zubac, avec Westbrook qui étaient carrément abandonnés. S'ils étaient sur le banc, c'était pareil en termes d'attitude défensive des Mavs. Sauf que là, c'est ça aussi la grande différence pour moi, c'est que, et c'est là où ça peut totalement changer la série complètement par rapport à ce qu'on a vu, c'est peut-être le point central de cette série, pour moi, c'est à quel point est-ce que Boston et son spacing peuvent totalement anéantir ce genre de schéma de Dallas. Voilà. Clairement, s'il y a un point à retenir, je pense que c'est celui-ci. Autant on a déjà évoqué plein de choses, y compris au niveau de l'attaque de Dallas, et puis le pick and roll, on peut faire ça, on peut faire ci, ajustement, contre-ajustement, etc. Je pense que grosso modo, Dallas va s'en sortir en attaque, mais pour moi, la clé de la série, c'est pas tant comment est-ce que la défense de Boston va contenir Doncic, ça, ils y arriveront plus ou moins, parfois plus moins, parfois plus. Mais la clé de la série, pour moi, c'est l'attaque de Boston. Et donc, surtout, ce point clé. Est-ce que Boston, avec son spacing génial et ses shooters géniaux, peuvent anéantir les schémas préférentiels de Dallas qui ont fait que Dallas est aujourd'hui en finale NBA? Voilà, c'est très simple. Dallas s'est beaucoup appuyé là-dessus, sur ces schémas, sur switch plus aide, et pas que switch plus aide, même aide tout court parfois, à ne pas respecter les spacings. Là, c'est une toute autre histoire. C'est le meilleur spacing de NBA, presque sans contestation possible, à mon avis. Donc, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Et donc, c'est là où, peut-être, si en effet, il y a des aides qui viennent pour protéger Doncic, pour protéger Irving, à quel point est-ce que tu peux te mordre les doigts? Parce que c'est exactement ce que veut, finalement, Boston. Boston, le but de ces mismatchs qu'ils vont chercher, c'est pas que pour le scoring de pull-up face par-dessus le mec, c'est aussi pour créer du jeu. Et donc, notamment, provoquer des rotations, des aides et les punir avec ce spacing magnifique. Et beaucoup de catch and shoot et des catch and shoot qui rentrent pas mal parce que c'est Boston. Donc, vraiment, pour moi, c'est le point central de cette série. Je pense que Boston va souffrir un peu en défense, plus ou moins, ils vont souffrir en défense, mais je pense que la série, ils peuvent la gagner là-dessus, sur ce côté, arriver à scorer beaucoup et donc, notamment, mettre à mal ces schémas d'aide de Dallas très, très proactifs, très agressifs même, on peut dire. Non pas agressif sur le ballon, mais agressif en termes de rotation off-ball, parce que sur le ballon, juste, ça switch. Mais voilà, s'il y a bien une équipe qui est capable de punir ce spacing, ces aides, c'est le spacing de Boston, à mon avis. Donc, véritable point clé, le point clé de ces finales, à mon avis, c'est ça. Et finalement, c'est des schémas d'aide qui peuvent s'appliquer partout, parce que là, on a parlé de beaucoup de faire des switches, mais c'est peut-être même pas forcément ça qu'on va voir tout le temps et partout, voire même pas forcément sur le poste 5, donc on disait aussi. Mais il y a aussi d'autres types de couvertures qui peuvent être testés, par exemple, notamment du drop, de faire un drop, donc rester bas par rapport au niveau de l'écran avec des intérieurs. Bon, ça c'est un truc que Boston peut contourner aussi, parce que l'avantage du drop, c'est tu verrouilles l'accès au panier, donc tu forces à prendre un pull-up à mi-distance, par exemple. Bon, Boston, ils peuvent mettre les pull-ups, mais surtout, ils peuvent aussi, très simplement, si tu veux faire un drop avec un intérieur, ils peuvent faire leur pick and roll entre petits, en fait, et donc aller générer de l'attaque ailleurs. Et quand même avoir un switch ou quand même avoir un truc intéressant. Si vraiment le drop défensif de l'intérieur de Dallas, ça marche pas, on attaque ailleurs, c'est pas grave. Mais donc il y a le drop, il y a aussi le edge, donc notamment mettre un peu de pression, plus ou moins, ça peut être un hard edge, ça peut être plus ou moins de la pression, mais mettre deux contre 1 sur le ballon pour forcer le porteur de balle à lâcher la balle. Sauf que ça, c'est pareil, c'est comme le switch, tu as besoin de le protéger. Tu peux pas juste faire un 2 contre 1 sur le ballon et ensuite laisser ouvert le roll ou ouvert le pick and pop. Voilà, tu es obligé de compenser. Donc c'est là qu'on retombe aussi sur la question du spacing, puisque si Dallas fait ça et compense derrière, à quel point c'est pas dangereux, parce que c'est pas n'importe qui et c'est le spacing de Boston qui peut punir ce genre de rotation pour compenser le edge.
notamment. Edge ou Blitz ou n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ça, si je peux noter un peu, j'ai hâte de voir ce côté diversification des schémas défensifs parce que, comme dit, je pense que parfois ça peut avoir son avantage. Donc notamment le drop pour verrouiller le panier, rester bas par rapport au niveau de l'écran et forcer à prendre ses pull-ups. On sait que parfois Boston a un peu cette tendance à ronronner dans le périmètre, donc pourquoi pas. Et puis même au niveau du edge ou des blitz, ou enfin en tout cas mettre de la pression sur le ballon sur le pick and roll, c'est aussi la faiblesse de Boston, c'est qu'on n'a pas un passeur d'élite. On n'a clairement pas un passeur d'élite. Contrairement, comme dit, paradoxalement, c'est un peu, ils ont ce style qui d'habitude est pratiqué par des attaques héliocentriques avec un passeur d'élite. Eux, ils n'ont pas ça. C'est tout le monde qui attaque des mismatchs tout le temps, mais il n'y a pas de passeur d'élite. Donc à quel point, je sais pas, hein, parce qu'il y a cette question du spacing, donc tu peux pas non plus trop te découvrir tout le temps, peut-être, je ne sais pas. Mais à quel point il n'y a pas aussi cette carte à jouer sur un moment de la série, ou même l'entièreté de la série, mais peut-être à un moment ou certaines séquences, de faire des pressions sur le ballon, parce que c'est pas des top passeurs. Notamment Jrue Holiday, bon, c'est un passeur académique, mais c'est pas la folie. Comment est-ce qu'il va réagir si tu as une prise à deux extrêmement agressive de Gafford plus son défenseur? Je pense que le plus manipulateur de tous, c'est Derrick White, mais qui n'a pas la taille non plus. Donc voilà. Et à quel point aussi, est-ce que tu peux pas aller appuyer là où ça fait mal, en termes de decision making et de passing, en mettant de la pression sur Tatum et Brown, qui sont des passeurs compétents, plutôt profil scoreur polyvalent, donc un peu de passing, mais surtout scoreur. Donc c'est pas du Doncic, c'est pas du Harden, encore une fois. Donc à quel point il n'y a pas ce truc à aller chercher, à aller titiller, même au prix peut-être de concéder des décalages ailleurs, mais à quel point tu peux pas aller appuyer parfois et faire mal, appuyer là où ça fait mal, pardon, sur ce côté passing et pression sur Tatum, sur Brown, pourquoi pas Derrick White, pourquoi pas Jrue Holiday, et voir s'ils sont capables de faire les lectures et de faire les passes, quoi. Donc le côté dangereux, c'est que s'ils font la passe et qu'ils ressortent assez proprement et assez vite, derrière il y a le spacing pour te punir, donc t'es mal. Par contre, c'est vrai que ça peut se jouer, ça peut se tenter. Ce côté, ils vont faire des mauvaises décisions, ils vont faire des turnovers, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu cette carte à se garder sous le coude pour Jason Kidd. Peut-être pas toute la série, évidemment, mais par séquence, je serais assez curieux. Je serais assez curieux, ou alors si Boston arrive à punir tous les switches et que ce fameux schéma de switch est un peu trop compliqué, à quel point tu vas juste pas priver Tatum du ballon, en fait. Hein. Juste si tu arrives à le mettre en position tout le temps et que il arrive à switcher, à obtenir le switch sur Doncic et le punir un peu trop souvent, ou sur Irving et le punir un peu trop souvent, etc., etc., à quel point tu peux pas juste dire on arrête de faire le switch, on fait des prises à deux et puis voilà. Au pire, les autres vont nous punir, mais au moins on prive Tatum de la balle. Bon, comme dit, une part de risque, mais pour le coup la part de risque, j'essaie d'être clair, mais pour moi la part de risque là-dedans, elle est plutôt due sur le spacing et le collectif, le spacing de Boston, plus que sur la qualité de passe. Donc là où ça peut marcher, c'est si tu arrives à court-circuiter le jeu avant que la balle n'arrive vers le spacing. Voilà, c'est dans ça que le pari peut être gagnant, et c'est aussi là-dessus où c'est différent de Doncic, où Doncic, non. Doncic, la prise à deux, il va toujours arriver à s'en sortir. Alors que là, avec Boston, pas forcément. Autant Doncic, les prises à deux, il peut sortir tout le temps, et après, la question, c'est à quel point est-ce que le spacing et les connecteurs de Dallas peuvent faire le boulot, ça, on sait pas. Mais le passing, ok. Par contre, c'est les connecteurs et le spacing où on se pose la question. Boston, c'est l'inverse. Et donc, à quel point est-ce que tu peux mettre des pressions pour empêcher le plus tôt possible et empêcher que ça en arrive vers le spacing et faire le boulot sur forcer les turnovers au niveau du ballon. Bon bref, voilà à se garder sous le coude, mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'avantages à faire ce switch que Dallas pratique assez fréquemment, et même tout le temps en fait, c'est que déjà on l'a dit, pas de pick and pop, alors que c'est une arme cruciale du répertoire de Boston, c'est ce pick and pop. Je sais aussi que quand il n'y a pas de pick and pop ouvert, qu'il y a un switch, Porzingis va s'installer au poste bas et il shoot par-dessus les mecs, poste bas, poste haut d'ailleurs. Bon, je pense que c'est un tir, je dirais pas que tu es content de concéder, mais déjà tu peux miser, faire des prises à deux et miser sur le fait que Porzingis n'a pas un passing de folie sur ses postes bas. Donc voilà, il se dit bon, j'ai une situation où je peux attaquer Irving par exemple au poste bas et shooter par-dessus. Ok, mais si tu fais une prise à deux agressive, il n'a pas du tout le passing et le decision making pour sortir proprement à chaque fois, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est vrai que c'est pas un tir hyper rentable. Ça peut rentrer, et sur des matchs ça peut rentrer même de manière très rentable, mais c'est pas créateur de jeu autant que drive and kick, voilà. Ça crée pas de jeu, c'est juste je prends mon tir par-dessus, quoi. Et avec ce côté aléatoire de parfois je le mets, parfois je loupe, mais ça change pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Au niveau du switch, il y a ce premier avantage de pas de pick and pop.
Il y a le deuxième avantage aussi d'attirer l'adversaire vers de l'isolation, comme on a dit, et non pas d'enchaîner sur la création de jeux beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique, de swing, comme j'appelle ça, de je pénètre, driving kick, ça ressort, ça attaque le close-out, extra pass, etc. Je trouve le joueur ouvert sous le panier et autres. Non. Là, avec du switch, tu arrives à ralentir le jeu et à attirer l'adversaire vers de l'isolation, en fait, très, très simplement. Donc ça, pareil, en termes de rentabilité, c'est un peu plus bas que la création de jeux plus fluide, deuxièmement. Et puis, surtout, troisièmement, surtout que Boston, c'est pas vraiment l'équipe qui est capable de mettre la plus grande pression au panier qui existe. C'est même leur faiblesse. Et c'est même là-dessus où je pense qu'il y a pas mal de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes par rapport à la transposabilité de cette attaque depuis toujours entre saison régulière et playoff. C'est que il y a cet aspect où vous êtes bien content, vous arrivez à obtenir des switches et vous êtes très bon en saison régulière, mais sauf qu'en playoff, c'est là où le niveau de compétition est beaucoup plus élevé, et donc les défenses sont aussi d'un niveau bien plus élevé, ressort beaucoup plus cette faiblesse de ok, t'as ton switch, mais tu prends ton pull-up un peu nul, quoi. Ça, c'est un peu dommage. T'as ton switch, t'as ton 1 contre 1 avantageux, mais t'es pas capable d'aller au panier un peu malgré tout. Un peu à volonté, tu vois, au panier, comme le fait Doncic, comme le faisait Harden dans son prime, comme le faisait LeBron et autres. C'est vrai que Boston, on l'a dit toute l'année, on le dit depuis des années, ils ont ce défaut de ronronner dans le périmètre. Voilà. Et donc, notamment, y compris sur des switches, il y a un peu cette tendance, j'allais dire qualité ou défaut, mais non, cette tendance à punir le switch sur un pull-up. Et en tout cas, à pas forcément tout le temps, et de manière répétée en quantité et en qualité, à tout le temps punir en allant au panier pour encore et encore des tirs rentables, des situations rentables où tu as le lay-up, tu as les fautes, ou alors tu casses la défense et tu fais un driving kick. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, et c'est là-dessus où je pense que ça peut jouer côté Dallas, c'est que finalement le fit est plutôt bon de ce point de vue-là, parce que on a affaire à une équipe de Boston dont la faiblesse est la fréquence de tir au panier. Et la pression, la capacité à aller mettre la pression au panier de par donc notamment des drives, ça ils l'ont pas. Ça ils l'ont vraiment pas. Donc à quel point est-ce que là aussi, ce côté faire des switches défensifs côté Dallas et attirer Boston sur ce genre de 1 contre 1, sachant que leur tendance naturelle, c'est pas de punir le 1 contre 1 sur un drive au panier, mais de rester dans le périmètre, de faire un petit drive avec un flotteur, ou de faire un pull-up, ou de faire un step back à 3 points. Bon, certes, ils peuvent les mettre, mais il y a un peu ce côté qu'on a déjà connu où ça peut pas rentrer tout le temps, premièrement, et puis ça peut s'enrayer aussi, quoi. Et surtout en playoff, ça peut s'enrayer parce que c'est pas comme en saison régulière où tu peux alterner, faire une possession par-ci, par-là, voilà, tu peux changer, ou tu as d'autres solutions, de toute façon, le niveau de défense, c'est pas pareil. Là, c'est vrai que point de bascule, je dis pas ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi d'ailleurs un cas où ils prennent ces fameux step back à 3 points, ils vont pas tant que ça au panier, mais ils prennent les step back dans le périmètre et finalement ils les mettent. Donc il y a rien à dire. Il y a un shot making pur, une adresse pure qui sauve un peu tout ça. Mais voilà, il y a cet aspect où à quel point est-ce que c'est pas un bon fit pour Dallas, ce côté où Boston, ils aiment bien les mismatchs, mais ils les attaquent pas tout le temps de la bonne manière. Ça pourrait jouer. Ça pourrait jouer, et c'est aussi donc l'attrait de ces fameux switch, c'est que pas de pick and pop, donc pas de décalage là-dessus, ça entraîne Boston sur de l'isolation un peu statique plutôt que sur du driving kick, swing, extra pass et puis panier. Et puis, ça fit bien en termes de Boston, qui n'est pas une équipe qui aime mettre de la pression au panier, alors que de l'autre côté, Dallas, eux, ils aiment bien boucher l'espace intérieur et forcer ces tirs loin du panier. Et on a vu que SGA, il les mettait. Donc ses pull-ups, il pouvait pas faire autrement. Il les mettait, ses pull-ups d'isolation dans le périmètre. Il allait pas au panier parce que c'était bouché. Bon, il les a mis beaucoup, mais Dallas, OKC, ça n'a pas suivi derrière. Donc malgré le shot-making de SGA, ça n'a pas suivi. Et puis on a vu aussi qu'Anthony Edwards, ça a bloqué, quoi. Minnesota, ça a beaucoup bloqué aussi à cause de ça. Donc, à quel point est-ce qu'ils peuvent répéter l'action, sachant que ils sont meilleurs en pull-up, mais moins dangereux en termes de drive que Edwards, je veux dire. Je sais pas. À surveiller ce côté rim pressure de Boston contre défense intérieure de Dallas, puisque, en effet, comme dit, c'est peut-être paradoxal, mais paradoxalement, Boston est une équipe qui recherche le switch et le mismatch. Ils font la chasse au mismatch via des pick and roll et via des switches qu'on essaye de forcer et d'obtenir. Mais paradoxalement, c'est là où ils sont le moins dangereux. Et vraiment, j'insiste, parce que c'est comme dit, c'est assez paradoxal, mais c'est une équipe qui va beaucoup chercher l'écran qui va changer, et donc attaquer tel ou tel match-up et tel ou tel mauvais défenseur qu'on veut cibler. Ok. Et pourtant, moi, je trouve que c'est là qu'ils sont le moins bons. C'est sur ce genre de situation, alors que à l'inverse, quand ils se décident à enclencher un peu le passing, il y a un tel spacing que
si en effet tu as ton mismatch et tu l'attaques et tu fais le driving kick et tu fais swing extra pass, c'est là où ils sont le meilleur en fait. Parce qu'il n'y a pas d'antidote en fait, il n'y a pas de défense qui est capable de gérer ce spacing de folie. Donc voilà aussi la valeur de ce switch, c'est que ça permet paradoxalement d'entraîner Boston là-dedans et de les entraîner et d'essayer de les faire nous punir, mais de la mauvaise manière, quoi. Alors que si tu fais des pressions, comme j'ai détaillé un peu tout à l'heure, hein, si tu fais des 2 contre 1 peut-être sur le pick and roll ou des trucs comme ça, est-ce que ça n'enclenche pas tout un système de mouvement dans ce spacing qui est un peu trop compliqué à défendre, quoi. Donc voilà pour moi la valeur du switch. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.